Ouais, ça doit être ça. Bonsoir, merci d'être là pour cette masterclass exceptionnelle en présence de Bertrand Burgala, que je remercie beaucoup d'être là ce soir, et de Chris Garneau, qui nous vient directement des États-Unis et qui se produit tout à l'heure sur la scène de Liberté à 21h pour un concert lui aussi exceptionnel. Je salue nos camarades de Patch Rock avec lesquels on a construit cette programmation et ce concert en particulier. Et je remercie l'ensemble des partenaires de cette masterclass, notamment la SACEM et l'équipe de Réplique. Voilà, les journalistes sur mesure pour Travelling, la meilleure revue d'entretien de cinéma du monde. Nicolas Thévenin, Mathieu Champalonne, merci, qui vont animer cette rencontre. Elle est aussi filmée, donc si la rencontre vous plaît et que vous avez envie d'en parler autour de vous, elle sera disponible sur le site de Clair Obscur très prochainement. Vous aurez rendez-vous également avec Chris Garneau sur la scène ici même à 21h, mais vous aurez un choix cornélien à faire puisque Bertrand Burgala présentera son film, on va dire fétiche, un film qu'il a construit personnellement, qui s'appelle Le Chevalier des Rêves, qui est un film tchèque extrêmement rare sur les écrans, un film de Josef Pinkava, tourné à Brno. Brno, vous savez que Rennes est jumelé avec Brno. Mais rassurez-vous, ce choix cornélien, vous pourrez aussi voir les deux, puisqu'en fait le film de Josef Pinkava, Le Chevalier des Rêves, passe demain matin à 10h45 également. Voilà. Donc, c'est tellement bien organisé ce festival que je ne reviens pas, quoi. Je vous souhaite une excellente masterclass et encore merci à tous les participants. Merci Fabrice pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette rencontre masterclass qui va effectivement aborder les liens entre musique et cinéma avec Chris Garneau et Bertrand Burgala. Je voulais juste, avant que l'on soit dans le vif du sujet, moi aussi faire plusieurs remerciements. Tout d'abord remercier l'équipe technique de ce lieu qui a été d'une grande réactivité comme à l'accoutumée. Et puis vous dire deux choses qui sont un petit peu plus protocolaires d'organisation, on va dire. La première, c'est que la parole est à nous, mais bien évidemment, elle est à vous également. Donc si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez bien évidemment le faire. En revanche, il n'y aura pas de micro, pour des raisons que vous pouvez imaginer très facilement, de contexte sanitaire. Donc il faudra que vous parliez un petit peu fort, surtout qu'il y a une captation, pour qu'on vous entende correctement. Mais vraiment, n'hésitez pas, peut-être ça arrivera dans un second temps. Et en termes de déroulement également, juste dire que Chris, vous allez être avec nous jusqu'à environ 19h15 et ensuite on vous laissera vous préparer tranquillement pour le concert qui aura lieu dans la suite de soirée. Je précise également que cette masterclass va se faire dans un mélange détonnant de français et d'anglais et que à cet égard, Tivio qui est là, qui non seulement en paramètre les ordinateurs avec une grande efficacité, eh bien, maîtrise également l'anglais parfaitement. Donc si nous achoppons un peu sur la traduction, Tivio, tu seras là un peu en renfort et nous te remercions beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Alors pour brièvement présenter Chris Garneau et Bertrand Burgala, avant d'entamer la conversation autour du cinéma et de la musique. Tout d'abord Chris Garneau, vous avec votre premier album en 2006, Music for Tourists, vous êtes fait connaître comme un des noms importants de la nouvelle scène folk pop. C'est toujours un peu difficile à définir, en tout cas américaine. Vous avez continué ensuite notamment avec l'album El Radio en 2009 qui a connu un certain succès. Et puis votre dernier album, The Kind, est sorti l'année dernière. C'est notamment pour cette raison que vous êtes en tournée en France à partir d'aujourd'hui. Et Bertrand Burgala, vous, depuis The Sound of Music en 2000, vous essayez de redéfinir les limites de la pop française en toute modestie. Notamment avec un certain nombre d'albums et puis également par votre activité avec la création de votre label Tricatel et la production d'un certain nombre d'artistes comme Catastrophe ou Chassol par exemple. Et votre dernier album en date, Rêve Capital, est lui aussi sorti en 2021. Donc on va pouvoir peut-être entamer la discussion maintenant et on vous a demandé en préambule ou en tout cas en première partie de cette rencontre puisque l'on est là pour parler de musique mais aussi de cinéma, de votre rapport au cinéma, on vous a demandé de choisir un film qui a été marquant, qui vous a façonné, pour reprendre un peu le terme qu'utilisait Fabrice.
Évidemment, Bertrand, c'est l'Automate des désirs ou le Chevalier des rêves, puisque le film a les 2 titres. On y reviendra tout à l'heure, avant d'en reparler également tout à l'heure à 21h pour la séance. Mais tout d'abord, Chris, vous avez choisi un film américain qui, pour être tout à fait honnête, dont nous ignorons l'existence même, que nous n'avions pas vu, donc que nous avons découvert grâce à vous. Le titre, c'est Silkwood de Mike Nichols, film de 1982. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et quelle importance il a pour vous? Sure, yeah. I first saw this film when I was quite young, about 18 or 19, and I remember that it had a very profound effect on me at the time. And I think that it spoke to a lot of different things socio-politically. There were several narratives going on in the film. Some that deal with very kind of direct nuclear power plant is where the characters are working. I don't know how much. Yes. Oui, bah, j'ai vu ce film la première fois, j'étais très jeune, j'avais 18-19 ans. C'est un film qui m'a beaucoup touché dès le début, avec plusieurs histoires dans le même film. Notamment mais toutes les histoires se passent dans une centrale nucléaire. Yes, and then there's this, this is a early 80s, 83 is the film. It's the first sort of more serious performance from Cher. There's some very kind of queer narratives in the film that are happening, probably for quite a famous, celebrated director. I think this was a very kind of strange turn for a screenplay. It was also written by 2 women. C'est une ambiance très début des années 80. C'était aussi les premières vraies expériences au cinéma de Cher. C'était très étonnant comme film. Il y a une vibe très queer. Et un scénario écrit ouais. par 2 femmes. Et un scénario très étonnant. C'était aussi écrit par 2 femmes. And yes, I think it really sort of encompasses this very Americana vibe, but it is also kind of so it's dealing with this nuclear power plant, this very romantic kind of drama, queer narratives, and then there's these little touches of very kind of precious, very beautiful Mike Nichols kind of cinematic moments that happen, and so you have it really across the board. It's very it's covering a lot of territory. C'est un panel très large dans ce film. Il y a plein de choses, il y a plein de petites touches dans cette centrale nucléaire qui rendent le film un peu magique, qui le décrit comme précieux. Et pour lui, c'est un film avec des moments qui a marqué vraiment son expérience du cinéma. Nous en avons choisi un extrait. Vous en avez choisi un extrait. Nous allons le regarder, cet extrait. Est-ce que vous voulez qu'on le regarde, puis vous en parlez, ou vous nous le présentez, et on le regarde après? Yeah, well, I'll just say one thing. It's just to give a little background, is that there's sort of this love triangle. So you have the character of Cher, who's in love with Meryl Streep. You have Meryl Streep, whose partner, a man, Kurt Russell, has just walked out on her. And also, people are getting sick from this nuclear plant. And so there's kind of all of these different levels of things happening. Il y a un triangle amoureux entre Cher, qui est amoureuse de Meryl Streep, qui est entre guillemets partenaire avec Kurt Russell, qui vient de la quitter, et les gens en plus de ça commencent à devenir malades à cause de la centrale nucléaire. Nous allons donc regarder un extrait du film avec des sous-titres anglais.
know what's coming. Tell Mom it's okay. And I love him. And I miss him, and I'll come down and see him as soon as I can. Yeah, I know, I'm not always here, but we're working double shifts. Dolly can always take a message. Okay. Thank you. Smooth. I'm just through. Call him up. Angela went back to her husband. Oh. Me. Oh, I'm sorry. You okay? We thought of that this morning before you came. You're not being nervous, right? But don't you let yourself on me now. Anybody else would have thrown Angela out day one. No one drew was here, you weren't right. You think Angela left on account of me? Let me tell you something, girl. Drew left on account of you. On account of you and Angela. If you believe that, you're even crazy when people say, you took about as good care of Drew as you took of your kids. I know that you took good care of your kids. You know, I want to say everybody says it's crazy about it. Look at you. And you bring it back. How many were the birds and the places in love with the person here? Let's take off the stairs. No black from out. It's not like we're out I'm so tired of her days. You're fine. Maybe we should just quit. Get out of here. Move someplace where it's green. You agree?
Voilà donc pour Silkwood, connu en France sous le titre Le Mystère Silkwood, réalisé par Mike Nichols au début des années 80. C'est un sacré tandem féminin quand même. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose justement sur ce film et votre rapport au film? Pourquoi avoir choisi de nous parler de ce film-là aujourd'hui? Yeah, I think what I'm even just realizing now too is that there's something very heartbreaking about this woman, being in love with this other woman who does not have the capacity to love her, yet she's fully accepting her, she's holding her. You have everything in 3 minutes, like from, you have a phone call, smoking, a breaking of a glass, and then very dramatic music, and then this like porch scene on the swing that's so tender. And I think also, just as a gay person, I think when you see this kind of relationship between two friends and just the love that is there, that's probably part of why this film stayed with me over the years. Il y a quelque chose de très que je viens de réaliser, c'est quelque chose de très émouvant, de triste dans cette scène, ou même dans ce film, de voir deux femmes dont une qui aime l'autre, mais qui n'est pas, et l'autre qui n'est pas en capacité de l'aimer en retour. Et il y a tout dans cette scène. Il y a en 3 minutes, il y a un coup de téléphone, fumer une cigarette, du verre brisé, et cette scène du Porsche avec la balançoire. C'est très beau, et c'est très beau ces deux femmes, cette amitié. C'est peut-être pour ça que le film est resté avec moi toutes ces années et m'a suivi. Au-delà de ce film que vous nous avez indiqué comme un film important pour vous, est-ce qu'il y a des cinéastes actuels ou de cinéastes plus anciens pour lesquels vous avez un intérêt particulier? Other directors? Oh, sure. There's not always so much music in his film, but just as a director, I've been a very big fan of Lars von Trier for many years. David Lynch, Terrence Malick. Those are a few, yeah. Oui, il y a d'autres directeurs que j'adore. Depuis des années, je suis fan de Lars von Trier, mais aussi de David Lynch et de Terrence Malick. Terrence Malick. Peut-être on peut passer au film qui vous a marqué, Bertrand. Volontiers, mais vous voulez pas continuer avec Chris, comme ça il est tranquille après. Je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter des choses sur votre rapport au cinéma ou... Comme vous voulez, vous pouvez continuer. Non, peut-être parlons rapidement de l'Automate des désirs, sur lequel on va peut-être être assez bref, puisque de toute façon vous avez présenté tout à l'heure. C'est pour ça que je notais, parce que on est là un peu pour partager des choses qu'on aime. Automate des désirs, c'est un film que j'ai vu quand j'avais 5 ans et qui m'a, je pense qu'il a changé ma vie, parce que je l'ai vu. Évidemment, à 5 ans, on ne sait pas exactement ce qu'on regarde. J'ai vu un jeudi après-midi, c'était encore le jeudi qu'on n'avait pas école. Et donc, j'ai mis des années à le retrouver, à essayer de le faire ressortir. Mais à plusieurs époques, comme ça, il y a eu des films qui m'ont marqué et qui ont eu un impact sur moi, sur ce que j'allais faire. Alors, il y a, je pense à Continental Circus de Jérôme Lapéroussaz, je pense à L'acrobate de Jean-Daniel Paulet, qui est un film merveilleux. Je pense aussi à certains films de François Reichenbach, en particulier un court-métrage qui s'appelle La mémoire du rock, qui filme un concert de rock au Palais des Sports en 1961. Il y a, comme ça tout à l'heure quand vous m'avez posé la question, vous voyez, j'en ai noté d'autres. Il y a le sketch de Fellini dans les histoires extraordinaires. Il y a Radion de Chris Petit, qui est un film qui a été fait vers 79-80, un film un peu new wave. Quand je l'ai vu, pareil, ça a eu un gros impact. Et aussi dans les films un peu initiaux, il y a une image comme ça que j'ai vue
à la télévision, hein, pareil, quand j'étais enfant, du Judex de Franjus. Et avec ça, enfin, tous ces films-là m'ont construit. Il y en a eu évidemment d'autres, mais ça, c'est des films qui ont eu un impact énorme. Mais tous les films que vous décrivez, en fait, semblent dessiner une vraie cinéphilie, même une cinéphilie un peu alternative. Enfin, tout le monde oui, ne mais cite pas c'est Franjus, etc. C'est pas par, enfin, c'est pas. Pour moi, c'est intéressant aussi de pouvoir parler de cinéastes peut-être qu'on connaît moins, mais pas par snobisme, mais parce que je trouve que c'est des œuvres qui sont singulières, qui sont fortes. Et évidemment, quand on dit vos films préférés, ben oui, alors on va dire, je sais pas moi, Citizen Kane ou des choses comme ça. Et si on aime vraiment, si on a été construit par Citizen Kane, il ne faut pas hésiter à le dire. Mais c'est vrai que ces films-là, ils me surprenaient, ils me charmaient, ils m'intriguaient parfois. Mais je suis peut-être cinéphile, mais j'ai une approche vraiment viscérale. C'est-à-dire, je ne vais pas m'obliger. Il y a des films qu'on a envie d'aimer, et puis on ne les aime pas, il n'y a rien à faire. Et puis il y en a d'autres, le réalisateur nous énerve, les acteurs, il y a tout ce qu'on déteste, et puis finalement, on va trouver ça formidable. Et je pense que c'est comme en musique, il faut... enfin voilà, c'est un plaisir d'aimer les choses. Et il ne faut pas s'obliger à aimer des choses qu'on n'aime pas de façon profonde et instinctive. Alors, on en a un petit extrait de l'Automate des désirs que l'on va vous montrer. C'est une sorte de tout petit teaser, parce que peut-être vous verrez le film tout à l'heure ou demain matin. Je crois que j'ai cru voir des enfants dans la salle, donc comme ça vous verrez aussi que le film il est autant pour les adultes que pour les enfants. La présence des enfants d'ailleurs dans la salle, Bertrand, on en rediscutera tout à l'heure, peut-être nous a fait nous interroger sur la possibilité de passer ou non la dernière séquence du film Yves. Mais on reverra ça en temps voulu. On va le regarder, cet extrait. En fait, il n'y a pas de sous-titres, mais l'image du film est suffisamment forte pour comprendre ce qui se passe, en précisant bien évidemment que l'extrait que vous allez voir ici est d'une résolution qui n'est pas extraordinaire et qui n'a rien de comparable avec la belle copie qui est diffusée dans le cadre du festival. Voilà, un petit extrait du film qui se situe plutôt au début justement du film, et que je vais mettre tout de suite en plein écran.
Donc ça s'arrête sur une note de suspense terrible. C'est bien évidemment volontaire. Alors vous comprenez qu'une fois qu'on a vu ça, on ne peut pas croire en Interstellar, quoi. Une fois qu'on a vu qu'on pouvait faire des films de science-fiction avec de l'isorel perforé... Voilà, donc vous connaîtrez la suite en allant voir ce soir ou demain matin ce film qui sera présenté par Bertrand. Et qui est un drôle de film. Surprenant. Très surprenant. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. À propos donc voilà, on parle de cinéma là depuis maintenant presque une petite demi-heure, mais vous êtes des musiciens, pas des, même si Bertrand, on y reviendra tout à l'heure, vous avez également composé des musiques de films. Mais quand vous créez des chansons, des albums, est-ce que le cinéma c'est quelque chose qui vous inspire, vous influence, que ce soit le cinéma ou éventuellement des musiques ou des thèmes des films? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Qui veut commencer? Allez. Je pense pas forcément consciemment. Après, on peut penser à des choses, comme on peut être inspiré, je sais pas, par un quartier, par des ambiances, il y a beaucoup de choses. Et en général, les choses les plus profondes, elles sont sous-jacentes, elles sont inconscientes. Moi, je me retrouve pas à me dire, je vais faire un truc dans ce genre-là, comme telle chose, comme telle musique de film. Et en plus, je trouve que la musique sans l'image, c'est un autre domaine. Et la musique pour l'image, on en reparlera, mais c'est quelque chose de très précis. Non, enfin voilà, je me dis pas... c'est une source d'inspiration sûrement, mais comme tout ce qu'on peut connaître par ailleurs, quoi. Comme les livres aussi. Hein. Chris? Yeah, I would say for me, similarly, I think that there are moments of a book or a film or an opera, or you see something and you feel inspired. But I think for me, more now, as I'm a little bit older and have made more records and more music videos, the thought to create moving image becomes more relevant. When I was first started and I was asked to do my first music video, I felt completely abstract. Like I just didn't even understand why somebody would want to put a musician in a video. But now it's changed for me. Oui, pour moi, n'importe quelle scène de film, d'opéra, dans un livre est inspirante. Mais de plus en plus maintenant que je vieillis, que j'ai produit beaucoup de musique, que j'ai fait beaucoup de CD, c'est devenu plutôt important pour moi de créer une image qui bouge. Au tout début, mon premier clip, je comprenais pas trop pourquoi on aurait voulu mettre un musicien dans une vidéo de musique. Et maintenant, c'est devenu beaucoup plus normal pour moi et même plus une envie. La jonction est toute trouvée, puisque nous voulions désormais parler des clips, des music videos. Est-ce que vous pourriez donc prolonger ce que vous nous disiez à l'instant et nous dire un peu comment vous les envisagez, vos clips? Quand on voit vos clips, ils sont tous très différents les uns des autres. Il y a de nombreuses directions qui sont prises. Comment est-ce que vous abordez chaque clip et comment vous travaillez avec les réalisateurs de vos clips? In the beginning, it was very, as I just said, it was very kind of, it felt like this very foreign territory for me. I worked with a good friend at the time, was beginning to work in film, and he sent me a treatment for my first music video, and it was very much based around non-narrative. I'll let him translate. Comme je le disais tout à l'heure, au début, faire un clip pour moi, c'était vraiment, ça m'était vraiment étranger. C'était vraiment pas mon domaine. Et donc au début, mon premier clip, j'ai commencé à le faire avec un très bon ami à moi qui à l'époque commençait le cinéma, qui m'a donc mis un traitement pour
pour pour ce clip, qui était vraiment basé sur du non-narratif pour commencer. Yeah, and I would say that generally I continue to lean toward, to be inclined to create music videos that are not narrative based, and I think that it feels more important to me to capture imagery and have visual references, and you know, we do always work from treatments, whatever director I'm working with, and so that is the place to start from. But I guess I've always had a little bit of a, not a problem, but music videos that are trying to tell a story when you already have a song and you already have a lyric. I've always found this to be a bit weird. And very kind of, it feels like of marketing and something about the music industry and not so much about art. Encore aujourd'hui, je tends toujours à faire des clips qui sont plus non narratifs, même si je m'ouvre petit à petit à ça. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un peu étrange pour un clip d'avoir une histoire, enfin d'essayer de raconter une histoire, étant donné qu'on a déjà la musique pour ça. C'est plus quelque chose de l'industrie de la musique que vraiment de l'art en lui-même. Yeah, so in closing on that, I would say that my goal in creating visual-based work off of my own music now is to continue to, I mean, I like when things are beautiful. I think that it needs to connect absolutely to you know, what I've been trying to emulate from the words and from the music, but it's more important for me and remains more important for me today to have a we know that we like to not improvise so much. I mean, it is true that I do like to have a very clear plan when we go into production. But yeah, I guess the main point is just that I steer away from the narrative and much more in the visual imagery territory. Pour conclure là-dessus, pour le but pour les prochains clips, c'est toujours que ce soit magnifique, mais vraiment de s'éloigner le plus possible du narratif et vraiment de rester dans l'image et dans la beauté de l'image avant tout. Alors pour illustrer justement ce que vous dites, Chris, on va regarder un de vos derniers clips, un des clips d'un de vos morceaux les plus récents, en l'occurrence Not a Child, qui était donc présent sur l'album The Kind, sorti l'an dernier, et on va regarder ce clip et voir finalement s'il illustre bien ce que vous avez dit.
C'était donc un clip qui donne hâte que le printemps arrive, Not the Child, l'un de vos clips le plus récents, réalisé par Jeremy Jacob. Exactement. Et dans ce clip, on voit l'utilisation d'un certain nombre de techniques différentes. Pourquoi justement vouloir mélanger plein de techniques différentes? Qu'est-ce que ça apporte à ce que vous voulez montrer, ou en tout cas à la manière d'accompagner votre musique? Well, a lot of it was really fully in the hands of the director, but we worked on the video for about 3 months over the summer of 2020, and I think that our original intention was to sort of reimagine Alice in Wonderland as a gay child, as an adult who this album is very much about taking control of my life. I'll let him start there. Toutes ces décisions ont été beaucoup dans les mains du réalisateur, mais nous on a travaillé dessus pendant 3 mois, pendant l'été de 2020, et le but, l'idée était de retravailler et de réimaginer Alice au Pays des Merveilles, mais plus en tant qu'un enfant homosexuel, qu'un adulte qui va se réaffirmer. C'est un peu le but de l'album, qui est une réaffirmation. Donc voilà. Yeah, and I really see this as, I mean, everyone as children, you spend a lot of time alone, you sort of start learning how to be a person, you know, and who you are, and I think whether you're bullied as a child, or whether you're popular, or, you know, things are hard for you in your family life or friends, at the end of the day, everyone has a lot of hard moments, and you sort of face that alone. So I think childhood tends to be romanticized in a lot of ways, but this video with all these different energies is sort of bringing, you know, different language of memory, solitude, sadness, joy, fear, all together into one moment. On a tous été des enfants, et on a tous ces moments seuls où on réfléchit beaucoup, qu'on ait été harcelé, enfin qu'on ait été un enfant harcelé, qu'on ait des moments durs dans notre famille. On a tous nos moments durs dans l'enfance, et je trouve que l'enfance a été un peu embellie, un peu romantisée à travers la musique, etc. Et ce clip, c'est ce mélange de toutes les émotions, la tristesse, la joie, etc. C'est un peu une manière de libérer tout ça. Et dans tous vos clips, ou en tout cas la plupart de vos clips, vous vous mettez en scène. Tous les artistes ne le font pas. Alors parfois, historiquement, les artistes qui se mettent en scène dans les clips, c'était aussi pour des raisons promotionnelles. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, et vous auriez pu faire le choix, parce que notamment, même il y a un clip où vous n'apparaissez pas, qui est en animation, mais où il y a un personnage qui vous figure, en l'occurrence le clip de Dot Night Clowns. Pourquoi cette volonté d'apparaître à l'écran? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, vous mettre en scène? It's hard. I don't always love it. I think that, for one thing, these videos are usually handmade. They're very low budget. It's very difficult in the last 20 years to find money to make music videos. So naturally, just for that reason, I'm very involved. You know, finding other talent is difficult and expensive. And I think as a challenge to myself, it's truly not the most natural environment for me. And so I have taken it upon myself to make something a bit more difficult for myself. Faire des clips. Non, mais faire des clips, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi, c'est dur. Mais mes clips sont souvent faits à la main par nous-mêmes,
avec pas beaucoup de budget. C'est dur aujourd'hui de trouver, depuis les 20 dernières années, là, de trouver du budget pour ce genre de choses. Même de trouver de nouveaux talents, c'est cher et c'est compliqué. Donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, mais que je fais et qui même n'est pas très naturel pour moi. Et qui donc, moi je m'impose de le faire pour faire quelque chose qui n'est pas naturel. Chris, nous nous étions engagés à vous libérer à 19h15. Il est 19h19. Donc je pense que nous allons nous arrêter là avec vous. Nous allons vous laisser vous préparer pour le concert de tout à l'heure et nous allons vous remercier beaucoup d'avoir passé ce temps très agréable en notre compagnie. Thank you. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Merci et bon concert. Thank you so much. Et puis merci Tivio aussi, parce que tu devais nous donner un coup de main, tu as été indispensable en fait. Bertrand, abordons votre cas désormais. Je suis d'accord avec Chris en fait. Sur, sur ce qu'il a dit. Okay. Non, sur ce qu'il a dit sur, sur la narration. C'est-à-dire que je trouve que de la même façon que quand je fais une musique à partir de paroles de chansons, j'essaie de pas forcément trop analyser les paroles, de pas trop les comprendre quand c'est pas moi qui les ai écrites, pour pas faire d'illustration, pour pas alourdir le propos. Donc c'est très impressionniste, on ressent des choses en lisant. Il y a certains mots sur lesquels on va percuter, mais parfois, même quand il y a des choses un peu poétiques ou je sais pas trop ce que l'auteur a voulu dire, je lui demande pas. Parfois, je me rends compte, le disque est sorti, que c'était pas du tout ce que j'avais en tête, ce qu'il voulait dire ou ce qu'elle voulait dire. Je pense que c'est important de pas alourdir, de pas trop illustrer. C'est pareil pour les vidéos. Qu'elle soit pas juste qu'elle redise pas littéralement ce que dit la chanson. Il y a une autre chose moi qui me paraît importante, c'est d'essayer de considérer les clips et la vidéo comme une discipline à part entière, et je trouve que ça a été très longtemps le cas jusqu'aux années 80, parce que et à partir des années 80, des clips de Michael Jackson, de Thriller, on a eu tendance à faire du faux cinéma. Et avec des budgets faramineux. Et je trouve que c'est bien quand justement, parfois le manque de moyens, de garder une certaine discipline là-dessus et que ça reste concis. Pour moi, les clips qui m'avaient marqué, c'était des clips comme Ashes to Ashes de Bowie, où on voit vraiment de la vidéo. Il n'essayait pas du tout de faire du cinéma. Et souvent, c'est quand même les clips les plus intéressants. Après, il y a eu des clips très marrants. Je pense à Elected d'Alice Cooper. Il y a eu des clips qui étaient frais. Enfin, il n'y a pas de règle, mais je trouve que c'est ça qui est bien. Et puis surtout, c'est l'occasion, c'est des cartes blanches. Surtout quand on a des moyens limités. Je trouve qu'on ne peut pas... Enfin, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que le réalisateur ou la réalisatrice puisse faire quelque chose qui lui tient à cœur et de pas du tout mettre mon nez dedans d'une certaine façon. Parce que je trouve qu'on ne peut pas, d'un côté, dire on n'a pas beaucoup de moyens, mais en plus, on va te casser les pieds et dire je ne vais pas faire mon propre clip par procuration. Alors, je vous propose que l'on regarde justement l'un des clips réalisés pour vous. Alors, le choix vous revient. Il y a 3 possibilités. L'homme idéal que vous êtes. Si j'ai été, je dirais pas ça justement. Il y a Rêve Capital. Ouais. Et puis, il y a Musée et Cimetière. Lequel préférez-vous ? J'aimerais bien Musée et Cimetière parce que c'est un clip qui a été, c'est un morceau qui était sur mon précédent album. Et c'est un clip qui a été réalisé par Benoît Forjard, qui est un cinéaste que j'admire, avec lequel j'ai le plaisir de travailler sur ses films. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et je trouve que quand je repense à ces images, c'est une chanson, c'est d'après un texte qui a été écrit par un ami d'adolescence, Yatanoël Yansane. On se connaît depuis 40 ans. Et ce texte Yata écrit, il dessine, il écrit des poèmes. Et j'avais vu ce texte et je l'avais trouvé très fort. C'est pas une chanson à proprement parler, c'est vraiment le texte lui-même. Et je trouve, c'est là où je trouve que Benoît a beaucoup de talent, c'est que en fait il est parti juste, il a un appareil numérique, Benoît, de bonne qualité, mais il a juste filmé
Yatta sur les berges de la Seine. C'est un portrait d'Yatta. Et je trouve ça, enfin moi, connaissant le personnage, c'est-à-dire, je sais pas ce qu'on peut en retirer en voyant le film, mais en tout cas pour moi c'est une œuvre très, ce qu'il a fait là, c'est un des clips qu'on a produits qui me touche le plus en tout cas. Eh bien écoutez, nous allons le regarder. Vous avez dit en regardant le film, moi je trouve ça très bien d'appeler ça un clip, un film. C'est voilà, ça donne toute sa noblesse à ce format, et on regarde donc le clip réalisé par Benoît Forgère de Musée et Cimetière.
Si vous êtes intéressé par les clips, je me permets de le glisser. Il y a une séance de clips dimanche soir en ce même lieu, une séance de clips tournée à Prague, puisque c'est la ville à l'honneur de cette édition du Festival Travelling, et un programme aussi qui propose, de manière complémentaire, quelques clips d'artistes tchèques. Musée et cimetière, donc réalisé par Benoît Forgeard. Je voudrais pas parler à la place de Benoît, je voudrais vraiment pas me tromper non plus, mais il me semble qu'il y a une inspiration pour Benoît pour ce clip, qui est celle du morceau de Sting, An Englishman in New York, clip réalisé par David Fincher. Ah, c'est possible. Je me demande même s'il m'en avait pas parlé. En fait, je le tiens de lui aussi. Ouais, c'est mais... ça. Hein, c'est ça. Mais On a les mêmes sources. Voilà. Oui, oui, j'avais complètement oublié, mais effectivement, et c'est fait. Alors là, en 2 soirées, quoi. Ils ont pris enfin, le budget, c'est deux tickets de bateau-mouche, quoi. Et je trouve, enfin, et ce qui est marrant, je pense qu'en revanche, ce qu'il a dû faire, Benoît, parce qu'il avait fait à la même époque pour un autre clip avec moi pour le même album, c'est qu'il doit tourner à double ou triple vitesse. Et il a dû demander à Yatta de rester le plus statique possible, ce qui fait qu'après, quand il redescend à la vitesse, il passe de 72 images à 24. On a cette espèce d'impression d'apesanteur. Et c'est comme ça qu'il a créé ça. Et voilà, enfin moi, il me touche beaucoup ce clip. Et puisque l'on parle de Benoît Forgeard et de votre collaboration depuis déjà un certain nombre d'années à travers donc les clips, il y a eu également une collaboration sur le Ben et Bertie Show, resté fameux, et puis également sur la musique de film, et ça nous amène donc à évoquer les bandes originales, puisque vous avez travaillé sur ces 2 films en date, Gaz de France et Yves. Bon, reste la question peut-être que l'on diffusera un extrait de Yves tout à l'heure, on ne sait pas. Il n'y a plus d'enfants là, je crois. Non. J'en vois pas. Mais en tout cas, on va évoquer effectivement votre rapport à la bande originale, parce que vous en avez fait un certain nombre, au moins une bonne dizaine depuis le début de votre carrière, assez tôt en fait, avec les films de Valérie Lemercier. Plus récemment, on peut également citer Marc Fitoussi, et puis donc, comme je disais, Benoît Forgeard. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'exercice de la bande originale ? Ouais, c'est une possibilité d'expression qui est assez géniale, mais en même temps qui est au service du film, et donc avec des contraintes très particulières. On peut avoir l'impression de faire un morceau formidable, mais s'il ne sert pas le propos du réalisateur et le propos du film, bah, il faut accepter que ce morceau-là, il ne sera pas utilisé. Donc le fait de faire des disques personnels à côté, pour ça, c'est très agréable, parce que même si, en général, une musique qu'on a fait pour une scène en particulier, je la recycle pas, enfin, c'est très, très rare. Mais ça donne plus, peut-être qu'on est moins tendu là-dessus. On se dit, bon, bah, s'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas la musique qu'il faudrait. Mais donc c'est plus la musique de film, il faut de la technique, je trouve, parce qu'autrement on est prisonnier de ses limites techniques, et il faut beaucoup de psychologie et d'écoute quand même, parce que et je pense que les grands compositeurs de musique de film qui nous ont marqués, ils avaient une intelligence du film, une intelligence dans leur dialogue avec les réalisateurs, et ce qui fait que parfois je pense il y a des musiciens en France qui étaient premier prix de conservatoire, qui avaient tout bien, mais qui n'ont pas fait les carrières d'autres. Il y avait un président de la SACEM qui détestait Philippe Sard, parce que Philippe Sard avait fait tous les films que lui aurait voulu faire, mais ce type n'avait pas du tout le talent de Sard, parce que il était un peu tâcheron, tout ce qu'il faisait était très scolaire. Et Philippe Sard, les réalisateurs l'adoraient parce que non seulement il avait un sens mélodique extraordinaire, mais il avait une intelligence du film, il les aidait sur le montage, il avait des idées très au-delà de la technique. Et est-ce que justement il y a eu des bandes originales ou des compositeurs en tout cas qui vous ont inspiré particulièrement dans votre travail de composition de BO ? Oui, beaucoup, mais enfin, dans des domaines très différents. Disons que tous les compositeurs français déjà de grande époque, François de Roubaix, Michel Colombier, et évidemment
Et ils m'ont marqué. On a des gens aujourd'hui encore qui sont en vie, qui peuvent encore faire des musiques et qui en font parfois. Je pense à Éric de Marsan qui a travaillé avec Jean-Pierre Melville. C'est quand même assez génial. Et les compositeurs d'Hollywood, bien sûr. Enfin, je trouve que c'est quand même en un siècle de cinéma, et de presque un siècle de cinéma parlant bientôt, ou 90 ans, il y a eu des choses qui sont très impressionnantes. Ma femme elle était vraiment une spécialiste de la comédie musicale de l'âge d'or d'Hollywood, et il y a des choses qui sont, c'est terrassant, tellement c'est brillant, tellement ça virevolte. Et moi, plus j'avance, plus je suis intimidé, en fait. Je me dis, mais comment j'ai pu faire des musiques alors que ces types-là avaient 10 fois plus de talent, 10 fois plus de technique, 10 fois plus de savoir-faire. Donc voilà, j'ai plus, ça va, moins j'ai d'assurance, en fait, dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des règles de fonctionnement? À partir de quelle matière vous travaillez? Alors, je suppose que chaque cas est différent, mais est-ce que vous travaillez à exactement. partir d'un scénario, de rush, d'un montage final, de simple discussion avec le cinéaste? Comment ça se passe? Alors, ça peut se faire très en amont, où on a le scénario. Alors, le scénario, déjà, il va nous donner des idées. Bon, on va dire 4 fois sur 5, on va rien en garder, mais ça permet de préciser, justement, d'évacuer des pistes, des fausses pistes. Donc, on peut travailler à partir du scénario. On peut travailler à partir des premières images. On peut travailler parfois on fait appel à nous quand le film est déjà monté et il y a très peu de temps. Et toutes ces possibilités sont intéressantes. Évidemment, quand il y a peu de temps, il y a une espèce d'énergie qui est formidable. La première fois que j'ai travaillé avec Marc Fitoussi, c'était pour son film là, Les Apparences. Et là, c'est cas classique. C'est-à-dire, on me dit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'argent, et il faudrait que ça sonne comme du Bernard Herrmann, c'est-à-dire le truc le plus massif. Le compositeur d'Hitchcock, donc. Bon, alors là, et moi je dis toujours oui, quand même. Donc je dis ok, on essaye. Et en fait, j'étais ravi parce que j'ai eu la chance de rencontrer un cinéaste qui est d'une finesse, d'une intelligence formidable. Et finalement, avec de tous ces paramètres, on a pu faire quelque chose qui était chouette, et puis avec une vraie rencontre. Enfin, donc, mais il y a vraiment plein de cas de figure. Ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui rend la musique peut-être plus complexe, c'est quand on est passé au montage numérique. Tout d'un coup, celui qui a eu la main sur la musique, c'est plus le monteur son, parce qu'avant c'était scindé, il y a le montage image et puis après il y avait le montage son. Mais maintenant en numérique, on peut mettre du son tout de suite dès qu'on commence à monter. Et donc c'est le monteur image aujourd'hui qui peut à la fois aider le musicien ou lui rendre la vie très compliquée. Parce qu'un réalisateur qui n'a pas confiance en lui, qui doute, ce qui est normal, il déroge, son truc n'est pas mixé, c'est pas étalonné, il voit ses scènes. Et si on lui met une musique préexistante, tout d'un coup, il a l'impression que ces scènes vivent bien. Donc, ils vont mettre des musiques provisoires. En fait, on a eu tendance à importer les usages de la publicité au cinéma. Et c'est très dangereux parce qu'on va mettre des très belles musiques en musique de référence, mais après, on ne peut plus s'en séparer parce que le musicien qui arrive avec sa maquette au piano, comme ça, une ébauche, quand il a en face de lui, on lui a mis du John Williams, du Prokofiev ou des tubes des années 80, ça sonne un peu, ça sonne pas bien à côté. Donc, parce que c'est pas encore enregistré, etc. Donc il faut se battre vraiment beaucoup aujourd'hui avec les musiques préexistantes et aussi avec une tendance, disons que soit on veut du tube, des choses qu'on a déjà entendues et ça qu'on va mettre à fond, et pour laquelle, là, on va trouver, tout d'un coup, il y a de l'argent qui sort de partout. Quand il faut payer 10 secondes d'un vieux tube, alors là, on sort 100 000 euros, et puis il n'y a plus que 10 000 pour la musique originale. Donc, il y a vraiment cette tendance-là qui est, je trouve, qui est très mauvaise, et qui fait du mal au film lui-même, parce qu'on voit parfois des bons films, on se dit, mais pourquoi ils ont mis cette musique? Elle est super, mais elle n'a rien à faire là.
Pour avoir eu des discussions un petit peu similaires dans ce même cadre avec d'autres musiciens, Olivier Marguerite, Peter Van Paul par exemple, qui l'un comme l'autre ont travaillé pour le cinéma, ils nous évoquaient, et ça a un peu un rapport avec ce que vous dites, le syndrome de la maquette, c'est-à-dire le fait de donner des choses qui ne sont pas définitives, et du coup les monteurs s'y habituent, ça coutume, s'habitue l'oreille, et une fois que vous leur proposez une version définitive, ils disent mais non, on s'était fait à ce que tu nous avais envoyé précédemment, c'est bon, on a monté là-dessus. Vous avez connu ce syndrome aussi? Moins, parce que mes maquettes sont vraiment pas terribles. Donc ça, c'est pas volontaire, mais parce que moi j'ai toujours en tête ce qu'il faut avoir à la fin. Et c'est vrai que le fait d'être mon propre producteur pour le label, moi j'ai pas de directeur artistique, donc j'ai personne à séduire quand je fais mes propres disques, à part moi-même. Il faut que j'arrive à me motiver. Mais donc je fais pas beaucoup d'efforts quand je fais un disque. Je pense au résultat final, mais les étapes provisoires, je m'en fiche complètement en fait. Et pour la musique de film, j'utilise des sons. Quand il faut faire une maquette, j'utilise des sons de base. Je fais ça. J'ai un petit Mac portable. J'essaie d'avoir aucun son qui soit trop bien, justement pour éviter ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des logiciels, en particulier Logic d'Apple est assez dangereux pour ça, parce qu'ils ont des imitations d'instruments qui sont vraiment très bien faites. Et presque quand on joue les mêmes choses en vrai, ça sonne presque moins bien, parce qu'il y a une espèce de perfection de la machine. Évidemment, quand on écoute plus attentivement, c'est horrible en fait, c'est des sons sans âme. Mais donc il faut faire attention à ça. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Et en même temps, il y a des maquettes qui sont géniales, mais des vraies maquettes jouées. Il y a un film, moi, qui m'avait marqué il y a quelques années. J'avais été dans un jury de festival, c'était à Cabourg. Moi, je fais exprès dans un festival de rien savoir sur les films que je vais voir. Je vais pas, j'essaie de pas m'intoxiquer, de pas me dire ah celui-là il est bien. Et je tombe, il y avait un film portugais, bon, en noir et blanc, ça commence, et j'entends cette musique, je me dis ça va être génial. C'était du piano, et quasiment dans tout le reste du film, à part ces 3 minutes de piano, ils reviennent à la fin, il y a quasiment rien d'autre. Mais pour moi, c'était merveilleux. Tout le monde se fichait de moi dans le jury. On n'était que 2 à aimer ce film. Mais il n'était pas encore sorti, il n'y avait rien. Et en fait, c'était un film qui s'appelait Tabou de Miguel Gomez. Mais il n'était pas sorti. Donc il y avait, je me souviens, il y avait un chef opérateur dans le jury. Il disait, non, c'est de la vidéo. Enfin, ils étaient tous un peu à dénigrer le film. Donc ils ont donné le prix à Xavier Dolan parce que ça faisait bien et tout ça. Un film que tout le monde a oublié. Et non, mais qui était vraiment pas un de ses meilleurs et tout ça. Mais ça faisait, il y avait un Tom à la ferme, je pense. Peut-être. Et donc Tabou avait été complètement snobé. Mais après, j'ai essayé de sortir cette musique et j'ai parlé avec la musicienne. Elle m'avait dit, effectivement, c'est une Johanna Sá, c'est une pianiste portugaise. Et elle avait fait ça comme une improvisation pour une autre partie du film, en fait. Et Miguel Gomez a dit non, je vais le mettre au générique. Et elle a dit, je vais te le refaire parce que là, il y a un moment où je joue pas très bien. Et il a eu l'intelligence de lui dire, là, il lui a dit non, ne touche à rien, parce qu'effectivement, ça avait un charme, mais qui était formidable. Et je pense qu'elle l'aurait enregistré plus proprement, ça aurait totalement perdu cette magie. Donc parfois, la vraie, mais pas une maquette ordinateur, une maquette jouée, ça peut être super. Oui. Alors, lors des discussions qu'on a eues préalablement pour préparer cette rencontre, je vous avais demandé quels extraits de films vous aimeriez bien qu'on utilise. Et c'est étonnant parce qu'en fait, vous avez proposé 2 fins de films. My Little Princess d'Eva Ionesco et la dernière séquence donc, de Yves de Benoît Forgeard. On va prendre My Little Princess. Oui, je pense. Peut-être, parce que j'aimais bien My Little Princess. J'aimais bien cette musique-là, mais en fait, je me rends compte que j'ai souvent tendance à faire effectivement le même genre de générique à la fin. Donc on n'est pas obligé de mettre les 2. Ok. Un comparatif des 2. Sinon. Non, mais c'est pas la même musique quand même. Je me copie pas tout le temps moi-même quand même. Alors je pense effectivement qu'on va regarder Il est long, hein. C'est parce qu'en plus c'est pas mal les génériques parce que on a de la place pour la musique, c'est pour ça. Parce qu'autrement souvent dans les films on est coupé très vite là. Plus ces crédits sont longs, moi plus ça m'arrange.
Alors, on a attrapé entre guillemets le film en fait sur sa dernière séquence, parce que la musique commence à ce moment-là, et puis ensuite il y a véritablement le générique. Peut-être on peut imaginer quelque chose, mais si vous n'êtes pas d'accord, on le comprendra tout à fait. On va regarder la dernière séquence, laisser débuter le générique. Après, je ferai un petit effet sonore très sophistiqué, et on reprendra la parole alors qu'on entendra la musique un peu en arrière-plan. Ça vous va? Je ne sais pas si à la technique c'est possible, mais on va essayer. Juste pour dire un petit mot sur le film, en fait, c'est un film qui raconte une relation entre une mère photographe et sa jeune fille, et la manière dont cette mère va la vampiriser en quelque sorte, en faire une sorte d'enfant-objet. Donc c'est un film qui raconte cette relation très, très vénéneuse, très amorale peut-être. Et là, on va attraper donc la fin du film. Oui, la mère est jouée par Isabelle Huppert. Oui, où la fille se retrouve dans un foyer, ce qui est la vie, ce qu'a vécu Eva Ionesco avec sa mère. Et donc, elle est dans un foyer et sa mère vient la chercher. Et vous avez... Je vous mets ça en plein écran. Ah, pardon. Alors ça, c'est pas... Ouais, il y en a encore pour 2 minutes. Il y a du monde. Hein. Il y a beaucoup
beaucoup de monde, effectivement. J'ai l'impression que quand l'extrait a commencé, vous vouliez prendre la parole. J'ai eu peur de m'être trompé de film. Ah en non, fait. non, Mais en fait, alors voilà, ça vient d'être corrigé. En fait, je suis désolé, mais je crois que vous n'avez pas vu l'extrait dans le bon format. Vous avez peut-être vu que les personnages étaient un petit peu allongés. Désolé, c'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, vous avez entendu la musique, ça c'est Principal. C'est certain. Justement, cette expérience de faire de la musique de film, votre intérêt que l'on devine quand même depuis le début de cette masterclass pour le cinéma, vous donne-t-il envie de peut-être un jour réaliser votre propre film ? Ben non, parce que je trouve que il y a trop de gens aujourd'hui qui se disent cinéastes. Déjà, il y a beaucoup trop de... Alors, il y a plein de contre-exemples positifs, mais je trouve qu'on a trop tendance à donner les clés du camion aux acteurs. C'est-à-dire que dès que quelqu'un est célèbre, c'est comme ça qu'ils ont les financements des chaînes de télé et tout ça. Et je trouve que être réalisateur, c'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec des réalisateurs autistes, parce qu'ils savent parler aux acteurs, mais ils savent pas parler aux autres corps de métier. Et pour moi, un réalisateur, quand je dis réalisateur, c'est générique, hein, c'est réalisatrice. Enfin, c'est pas, on lui demande pas de connaître la musique, mais de savoir exprimer sa vision. On lui demande pas d'être comme il peut le faire. Il faut qu'il sache le faire avec le chef opérateur, etc. Donc, je trouve que s'improviser réalisateur, si on n'a pas quelque chose de profondément ancré ou quelque chose vraiment à exprimer, j'oserais pas le faire. Parce que je trouve qu'il y a trop de films comme ça, faits un peu avec légèreté quand même. Et ça me paraît important enfin, ça doit être un sacerdoce quand même de faire des choses comme ça. Et donc non. Comme on le disait, il y a beaucoup de monde sur un film, ce n'est pas tout à fait la même chose que sur un album. Oui, et je trouve que ce qui est dangereux, c'est que on le voit parfois sur un film, le réalisateur, surtout en Europe, il a les pleins pouvoirs, donc tous les caprices sont permis. Donc justement, pour des gens qui sont déjà capricieux, comme peuvent l'être certains acteurs connus ou certaines actrices, ça renforce un sentiment de toute puissance. Si tout d'un coup, ils disent, je voudrais là le scooter, je voudrais qu'il soit jaune, bon, on va se démerder, il va être jaune, même si ça n'a aucun intérêt. Et donc, il y a tout ce truc-là que je trouve... c'est pour ça que j'ai beaucoup... je pense que la technique est importante. Je pense que les réalisateurs intéressants, c'est des gens qui savent tenir les budgets. Je supporte pas les gens qui tiennent pas les budgets, parce qu'en plus, quand on fait la musique, c'est nous qui le payons. On nous dit, il n'y a pas d'argent. Bon, et ça, c'est insupportable. Les producteurs ou les réalisateurs qui savent pas tenir les budgets. Et les gens qui ont fait des filmographies intéressantes en France, et Chabrol et compagnie, c'est des gens, ou Bertrand Tavernier, il n'a jamais été en dépassement. Et on leur a fait payer presque. Parce que finalement, Bertrand Tavernier, son dernier film, il n'a jamais réussi à le faire. Alors qu'on ne peut pas dire qu'il avait démérité. Et est-ce que ça vous arrive régulièrement, ou est-ce que ça vous est déjà arrivé, de refuser, par exemple, de faire une bande originale, pas forcément pour des raisons économiques, mais parce que vous vous rendiez compte que le réalisateur n'entendait pas grand-chose à la musique, ou en tout cas n'avait pas beaucoup d'intérêt? Non, en tout cas, ça m'est arrivé pas mal de fois que ça ne se passe pas, en fait. C'est-à-dire qu'on commence, on travaille pendant des semaines pour rien, et puis finalement, on se rend compte que soit ils veulent des tubes, soit... voilà. Alors, ce qui est pas mal, ce qui est réconfortant, c'est que quand j'ai sauté un peu en cours de route, ça n'a jamais été des chefs-d'œuvre après. Alors, je ne dis pas que s'ils ne me prennent pas, ils vont avoir un accident et tout ça. Hein, je ne dis pas du tout ça. Mais en fait, la musique, je trouve que c'est un très bon baromètre de la démarche, si la démarche est intéressante ou pas. C'est pour ça que le fait que le cinéaste s'y connaisse ou pas, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est sa capacité à transmettre, à donner de l'enthousiasme, à faire confiance. Et à partir de là, c'est pour ça, j'ai travaillé une fois sur un truc très ponctuel avec quelqu'un comme Tavernier que je citais, mais c'est quelqu'un qui savait donner envie qu'on l'épate. Sur Quai d'Orsay. Sur Quai d'Orsay, mais il savait vraiment pousser les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais il y en a beaucoup, comme ils ne sont pas très sûrs d'eux, et parfois ils ont raison, ceux-là sont terribles. Voilà. Mais sans ça, c'est une aventure humaine. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Alors, peut-être que pour les disques, avec l'expérience, je sais un peu plus décoder
quand ça va bien se passer ou pas. J'ai moins de déconvenus, mais j'en ai eu un peu plus au cinéma, mais finalement, je regrette pas du tout. Enfin, voilà, je regrette pas que ça soit pas fait. Ouais. Après, il y a plein de cinéastes que j'adore. Ils penseront jamais à faire appel à moi. Et ça, bon, ben, c'est triste, mais bon. Vous pouvez peut-être citer les noms. Peut-être qu'ils regarderont la vidéo et vous appelleront. Ouais, j'ai déjà essayé. Et, ça marchait, ça n'a pas marché. Donc j'en ai marre de prendre des râteaux. Non, mais je trouve que c'est génial. Enfin, c'est une page blanche, une musique de film. Donc c'est une aventure extraordinaire. Et je trouve que, sauf contre-exemple, c'est bien qu'il y ait une musique originale. Il y a eu plein de contre-exemples brillants comme Kubrick, mais on sait pourquoi. Kubrick, pourquoi il ne voulait pas de musique originale? Enfin, parce que c'était quelqu'un qui était dans un contrôle total. Donc, avoir un musicien qui va... C'est pour ça qu'il prenait des musiques préexistantes et d'une façon brillante. Mais donc, il y a plein de contre-exemples formidables, mais c'est vrai que c'est un risque, la musique. C'est un risque que ça corresponde pas exactement à ce que le réalisateur voulait, etc. Nous allons vous laisser la parole dans quelques instants, mais préalablement, et pour y revenir, pour rebondir, est-ce que vous pourriez juste revenir un peu sur, et bien sûr, l'expérience, je ne sais pas, j'utilise ce mot-là, qui a été la composition de la musique d'Eva Ionesco. Pourquoi est-ce que ce film-là a fait partie des extraits que vous avez proposés? Parce que en fait, j'avais travaillé sur des musiques. Un des premiers, je m'étais occupé d'aider Cyril Collard sur Les Nuits Fauves, sur ses chansons. J'avais fait des choses comme ça. Mais la première musique que j'ai vraiment faite, qui était une musique orchestrale, c'était pour Quadrille de Valérie Lemercier. Ça devait être en 95 ou 96. Et je me disais peut-être qu'on ferait appel à moi après pour d'autres choses. Et pendant des années, on n'a pas du tout pensé à moi, ou les gens pensaient à moi, et puis finalement, ils prenaient quelqu'un d'autre. Ça m'arrivait même sur des films. Je pense à Philippe Arel, que j'aime beaucoup. Il m'avait fait faire de la figuration sur son film. Ça serait un clin d'œil. Tu vas faire ma musique. Et puis finalement, il avait pris Alexandre Desplat. Donc, mais je faisais quand même le couillon sur son film. Donc, je me disais même, ça portait malheur, quoi. Et puis, à un moment, ce qui a été le déclic, il y a Élise Girard qui m'a appelé. Elle faisait son premier film, Belleville Tokyo, et c'était un film avec très très peu de moyens. Mais Élise me faisait confiance. On a passé 3 jours en studio. Je jouais sur ces images, et pour moi, ça m'a permis de reprendre un peu confiance en moi. Et c'était en 2007, 2008. Ouais, c'est ça. Et au même moment, Eva, que je connaissais bien, montait son film qu'elle portait depuis longtemps. Et pareil, il y avait beaucoup de contraintes. Il y a eu, enfin, pas d'argent, enfin, les trucs habituels. Mais c'était très intéressant pour moi. Et c'est 2 films qui m'ont permis de reprendre un peu confiance en moi. Mmh. Et après, j'ai travaillé avec Pascal Bonitzer. C'était très chouette. Enfin, j'étais très content de travailler avec lui et avec d'autres. Mais ça a été un moment où je me suis dit que c'était pas complètement cuit. Voilà, alors il est quasiment 20h, ça fait presque 1h30 quand même que nous discutons. Et comme je le disais en introduction, la parole est à vous. Alors est-ce que vous avez des questions, des remarques? Comme je le disais aussi, donc on ne va pas faire circuler de micro dans la salle, il faudra que vous parliez fort si c'est le cas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur les rapports entre musique et cinéma, ou l'un des sujets que nous avons évoqués durant cette 1h30? Merci déjà d'être resté jusqu'au bout, hein, c'est sympa. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, mais peut-être l'absence de micro intimide un peu, ou peut-être qu'on a été complet aussi. Oui. Ça, faites confiance au réalisateur pour empêcher ça en général, hein, quand même. Mais je pense que c'est une vraie angoisse de réalisateur. Et c'est une angoisse mal placée, en fait, souvent. Mais, et c'est ce qui fait qu'on remarque aujourd'hui, je trouve que c'est plus fréquent quand c'est des musiques qu'on a déjà entendues. Et même dans la façon dont la musique est mixée. Et parfois, alors quand quand c'est sa propre musique, on a toujours l'impression qu'elle n'est pas assez forte. Mais il y a, ce qui n'est pas le cas, hein, la plupart il y a de très très bons mixeurs de cinéma et qui arrivent justement à
à la fois intégrer de façon très fluide les dialogues, la musique, les bruitages. Et depuis le cinéma parlant, c'était comme ça. Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse attention, nous, dans l'écriture, de ne pas alourdir pour que ça, justement, tout passe. Quand on voit dès le parlant, on entendait très bien la musique, on entendait les dialogues. Après, moi, j'ai eu une ingénieure du son qui m'a persécuté sur 2 films, où la musique, mais c'était terrifiant. Et la première fois, je me dis, c'est moi, je sais pas. Le film d'après, même le distributeur dit, on a un problème. On se retrouve en studio avec elle et on se rend compte, elle faisait tout. D'ailleurs, c'était incroyable. Il devait y avoir un crescendo et ça commençait, on n'entendait pas la musique. Et puis toute la scène montait comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Elle dit, t'as dit qu'il fallait que ça soit un crescendo, donc j'ai mis le fadeur à 0. Et alors que moi, j'avais fait le crescendo dans l'orchestration. Et tout était comme ça. Je me disais, bon, ça y est. Et puis, il n'y a pas longtemps, je fais la musique pour un documentaire. Et pareil, c'était fait un peu rapidement. Il ne me laisse pas regarder le mixage. Je vois le film à l'antenne. Et je me dis, mais vraiment, je suis un gros nul. Encore une fois, on n'entend pas ma musique. Puis je vois le générique de fin, c'était la même. J'avais une chance sur 20 000 à peu près, quoi. Elle m'a pourri 3 films quand même. Donc maintenant, je peux vous dire que je fais vachement gaffe. Mais c'est la seule fois, elle est très gentille, hein, mais elle avait fait que du film un peu arrêté, mais en fait, elle n'est jamais arrivée à faire coexister des dialogues. C'est vraiment fromage ou dessert, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Je ne cite pas son nom, la pauvre, hein, mais le cœur y est. Hein. Là, y a-t-il une autre remarque ou une autre question? Je n'en ai pas l'impression. Oui. Alors, un film comme Eva Ionesco, quand il y a très peu de budget, je joue la plupart des instruments sauf les cordes, en fait. Et donc, je vais faire, là, de façon fractionnée, par exemple, le générique qu'on a entendu, je ne sais plus par quoi je commence, mais je joue le marimba, je joue les choses, et puis il y a juste les vents ou les cordes que je rajoute après sur d'autres prises. Et Élise Girard, ses films, à chaque fois, je jouais tout moi-même en studio. Alors je joue pas très bien, mais du coup c'est concis. Au moins il n'y a pas de démonstration technique. Mais je vais jouer, je vais faire par exemple le piano, je vais mettre du scotch, je vais mettre du scotch sur les cordes pour lui donner un autre son. Je vais essayer, et quel que soit le studio dans lequel je suis, d'une certaine façon, je vais essayer de m'adapter aussi aux instruments en place. Donc c'est pas mal quand il y a ça. Et autrement, quand je peux, j'essaie. Alors là, j'écris de toute façon les cordes et de ça, j'écris toutes les partitions. Et je les fais jouer. Et quand je les dirige, comme je suis très timide, ça m'est arrivé, par exemple, une fois à Londres, j'avais dit souvent, je leur dis, bon, faites attention. Alors, je vous préviens, parce que je connais l'alphabet, mais je ne connais pas la grammaire, mais pareil en français. Donc, je me dis jamais, je suis en si bémol, je ne mets jamais de dièse, de bémol à la clé. J'écris mes dièses et bémols dans l'orchestration, comme j'y pense, autrement ça me bloque. Et donc souvent je dis aux musiciens, bon, faites pas attention à mes gestes, parce qu'en plus comme on est au clic, les très bons musiciens ils savent déjà, donc moi je suis un chef d'orchestre, enfin je leur dis surtout, voilà, faites pas trop attention à moi. Et une fois comme ça, à Londres, on m'a dit, t'es le meilleur chef d'orchestre français qu'on ait jamais eu, quoi. Parce que parfois, les mecs en faisaient un peu trop, je pense. Donc voilà, j'étais très fier par mon minimalisme un peu boulésien, on va dire. Je pense que nous allons pouvoir nous arrêter en vous remerciant encore beaucoup pour votre présence. Bertrand, en vous remerciant également. Merci, c'est un plaisir. Et si vous avez d'autres questions, je suis là, on peut se parler comme vous voulez. Et puis, de toute façon, on rappelle la séance à 21h à l'Arvor de l'Automate des désirs au Chevalier des Rêves, à la fois ce soir et puis demain à 10h45 également, pour vous écouter parler de ce film et de votre relation particulière avec ce film. Merci madame, m'avoir donné l'occasion d'en parler. Merci à vous.